Bonsoir. Deux projets de loi pour la régulation des contenus sur le web ont récemment été adoptés en Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Faut-il craindre pour la liberté d'expression sur la toile? C'est le thème de notre petit débat. Et ce soir, nous nous pencherons à nouveau sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Et notre invité, l'invité du talk est Dago Auguste. Il est député de la circonscription de Irezego et cadre du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est content d'être en votre compagnie. Chaque nouvelle semaine que nous entamons est un nouveau parcours, est une nouvelle aventure, est un autre moment de bonheur et de plaisir que nous partageons avec vous, téléspectateurs de Live TV. Et c'est toujours marqué du sceau de votre confiance, de votre fidélité, de votre amour et surtout de votre nombre toujours plus croissant que nous avons cette pêche à l'antenne, ce bonheur d'être avec vous à la maison, où vous nous regardez à travers vos différents postes de télévision. Avec nous sur le plateau ce soir, il y a M. Élisée Bolougbe. Bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien. Et vous-même? Merci. Bien votre week-end? Très bien passé. Génial. C'était vraiment dense et intense, mais en famille. Dense et intense, il y a de la rime, mais en famille. Dense, intense également, Alain Toussaint? Tranquille. Tranquille. En famille. Oui. La rime marche mieux là. C'est ça, c'est ça. Dense et intense, tranquille, en famille. Voilà. Très bien. Madame Bleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien. Festif? Constructif? Non? Pas vraiment. Démonstratif. Surtout festif et plein de joie et bien arrosé. Oh. Donc on va retenir festif. Ce numéro du Live Talk est réalisé par Ediane Nago, qui nous permet tout de suite de partir dans notre petit débat. Le gouvernement ivoirien, je le disais, donc, a adopté deux nouveaux projets de loi pour la réglementation des contenus diffusés sur Internet et les autres réseaux sociaux multimédia de notre pays. La liberté d'expression sur le web est-elle menacée? On en parle maintenant dans notre petit débat et qui mieux que Madame Bleu pour nous planter le décor? Alors, qu'est-ce que le gouvernement souhaite? Qu'est-ce qu'il envisage concernant l'expression sur le web? Bon, c'est un projet. Hein. Ce sont deux projets, comme on l'a dit. Il n'y a pas vraiment de texte sur la question. Sur la question. C'est vrai que j'en ai parlé, mais je pense que ce que je vais faire en tant que modérateur, je vais vous redonner la parole donc, pour pouvoir avoir la réaction. Je vais surtout me tourner vers Élisée Bolougbe pour qu'il nous plante le décor et puis Madame Bleu, hein, parce que je crois qu'il y aura un tout petit peu conflit d'intérêt. Donc je préfère que vous plantiez le décor et ensuite elle aura sa réaction à elle, Madame Bleu. Non, bon, c'est comme l'expliquait Edith, il s'agit dans un premier temps de deux projets de loi, adoptés en Conseil des ministres dernier par le gouvernement. Et comme l'indique le projet, c'est vraiment pour justifier plutôt ce projet de loi qui est un projet de loi modifiant la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse et l'autre modifiant la loi 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi, le gouvernement le motive par le fait qu'il veut prendre en compte et assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants de communication publique dont le développement nécessite, selon ce que le gouvernement dit, une adaptation constante, un cadre légal existant. En un mot, le gouvernement veut avoir un regard, ou du moins veut que les autorités en charge de la gestion des contenus audiovisuels en Côte d'Ivoire aient un regard sur les contenus de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux notamment. Et comme on le dit, ou du moins comme pourrait l'expliquer, le justifier le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, ces projets de loi, comme il a dit, modificatifs, permettront de soumettre tous ces contenus audiovisuels et productions d'informations numériques diffusées notamment par les acteurs d'Internet, dont les blogueurs, activistes ou influenceurs, au respect des principes généraux de l'information et de la communication. Donc, ce projet de loi est pris par le gouvernement, comme je l'expliquais tantôt, pour réguler, pour organiser tout ce qui est production audiovisuelle. Il allait même plus loin dans les explications pour dire que c'est pour protéger
les usagers, en tout cas d'Internet, mais également nos enfants, comme il a expliqué bien, face aux contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et par les médias sociaux. Donc, en un mot, c'est pour résoudre une question, ou du moins une problématique, parce que aussi, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'à un moment, quand même, quand on scrute un peu Internet, on a du tout un peu sur Internet, même si c'est vrai qu'il faut du tout pour faire un monde, mais arrivé à un moment, il faut quand même aussi un peu ordonner les choses, faire en sorte qu'on sente réellement qu'il y a un certain ordre qui est établi. Et donc, voici un peu tout ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces projets de loi. Maintenant, dans le fond, on aura l'occasion de absolument, parce débattre dans le fond. que j'ai permis justement que Madame Bleu la réplique à Élisée Bologbeux. Alors justement, est-ce que vous avez le même regard? Parce qu'Élisée tout à l'heure parlait de moi, j'ai donné le regard du gouvernement, en fait. Voilà, j'ai Oui, expliqué mais ce que le gouvernement a dit. tu t'es prononcé et tu as également, d'une certaine manière, donné ton avis C'est ça, oui, là-dessus. c'est pas faux non plus. Tu as parlé pas dans le fond. Bien sûr, dans la forme. Dans la forme, oui. Tu as parlé du fait que ces deux projets de loi viennent protéger les utilisateurs d'Internet, les mineurs, contre les propos incitant à la haine, les propos incitant également au cyberharcèlement, mais il existe déjà une loi, la loi sur la cybercriminalité, qui encadre déjà ces aspects de protection des populations sur les réseaux sociaux. Quand je vois ici, donc dans la proposition sur les deux projets de loi, prémunir le grand public contre certaines infractions courantes, telles que l'incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la provocation publique. Bon, déjà, le terme provocation publique, je ne sais pas ce que ça englobe. Il faudra certainement qu'il nous explique ce que ça signifie, provocation publique, qu'est-ce que ça englobe. Mais ce que je viens de citer, incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie, c'est déjà encadré par la loi sur la cybercriminalité qui a été qui a été promulguée en 2013 par le président de la République. Et c'est ce qui a permis, il y a déjà quelques années, de pouvoir incarcérer certaines personnes qui se sont reconnues coupables d'incitation à la haine, d'incitation au meurtre, à la xénophobie sur les réseaux sociaux. Donc je ne comprends pas trop cette intention, en tout cas avec ces deux projets qui pour l'instant n'ont pas encore été rédigés. Ce sont juste des projets. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir cette modification et de vouloir faire entrer les blogueurs, les influenceurs sous une loi qui apparemment concerne la presse et l'audiovisuel. D'accord, on aura l'occasion de revenir à vous. Alain Toussaint, elle se posait la question à Edith Boubleu, elle ne voit pas pourquoi. Moi, j'ai juste envie de dire renforcer. Est-ce que le verbe vous convient? Ce que je voulais d'abord dire, c'est que la liberté d'expression, pour moi, est fille de la démocratie. Et cette liberté d'expression va avec des attributs qui sont le pluralisme, la tolérance, le respect d'autrui, etc. Et la liberté d'expression va avec la liberté de presse. Et les deux sont les filles de la démocratie. En Côte d'Ivoire, l'article 19 de la Constitution proclame la liberté d'expression et la liberté de penser. Toutefois, ces deux concepts sont encadrés par la loi. C'est-à-dire que, au nom de la liberté d'expression, vous ne pouvez pas troubler l'ordre public ou avoir des attitudes et comportements qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Or, qu'est-ce que nous avons observé particulièrement ces dernières années? On a vu d'abord floraison d'avatars sur les réseaux sociaux, des publications tout aussi respectables les unes que les autres, mais qui avaient le chic d'être, comme on dit, enfermés dans des dérapages. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, je crois, ces 2 dernières années, il y a un avatar très célèbre qui s'appelle Chris Yapi, qui a l'habitude d'attaquer des personnalités, des autorités, diffuser des informations qui parfois sont sujettes à caution. Il y a aussi d'autres profils tels que la guêpe, qui vole depuis les États-Unis, diffuse des informations. Il y en a un autre qui est ivre de sa célébrité, qui s'appelle Soulé de Paris, qui également parle d'affaires politiques, parfois même des propos quand même assez accusatoires. Et puis un autre, Johnny, pas Lafleur, paix à son âme, mais qui est en Finlande, Johnny Pacheco, voilà, etc. Donc, à un moment donné, il faut recadrer un peu les choses. Maintenant, comme Edith l'a dit, un blogueur, ce n'est pas un éditeur de presse. Parce que très souvent,
on utilise, enfin je dis on, pas moi, moi je suis sous mon nom sur les réseaux sociaux, mais ceux qui utilisent des avatars le font pour des raisons liées à leur sécurité. On a recours à l'anonymat parce qu'on exerce une profession qui ne nous permet pas de nous dévoiler, voilà, comme on dit, en plein jour. On n'a pas les détails de cette loi ou de ces deux lois, enfin de ces textes qui modifient la loi de 2017, mais je me dis quand même, pour des lois qui ont été votées, en tout cas qui sont entrées en vigueur en 2017, ça fait quand même un peu juste, à peine 4 ans. Et après, on fait des modifications. Donc, il ne faut pas que derrière la volonté de modernisation, il y ait une volonté de censurer, de contrôler à l'excès les activités des blogueurs sur les réseaux sociaux. On est pour le contrôle, c'est-à-dire parce qu'en fait, du coup, on est pris entre la liberté et la responsabilité. Parce que les blogueurs sont un peu comme des funambules sur une corde. Et si vous basculez d'un côté, là, vous vous retrouvez dans le vide. Donc, il faut vraiment faire attention. Et pour ajouter à ce que tu dis, OK, on parle de blogueurs, on parle d'influenceurs, mais c'est quoi un blogueur? C'est quoi un influenceur? Un journaliste, on sait que c'est un corps de métier. On sait qu'il faut, pour la plupart, il faut avoir un diplôme, une formation diplômante qui permet de pouvoir justifier d'un statut de journaliste. Il y a un code déontologique de ce corps de métier. Une appartenance à une corporation? Exactement, une corporation. Un blogueur, si vous prenez, je pense que c'est surtout Facebook qui l'a permis d'une certaine manière. Lorsque vous créez une page sur Facebook, ce qui n'est pas le cas de Twitter, lorsque vous créez une page sur Facebook, on vous offre différentes options pour définir le thème dans lequel vous vous positionnez. On va vous proposer des catégories, entreprises, ou bien commerce, e-commerce, ou blog. Et pour la plupart, pour en tout cas les profils qu'on voit qui sont assez volubiles sur les réseaux sociaux et qui font beaucoup de live Facebook, la plupart utilisent cette catégorie blog. Mais à la base, un blogueur, même, puisque moi j'ai commencé à bloguer depuis 2009, c'est quelqu'un qui écrit du contenu. Et qui tient un site internet. Qui tient un site internet, qui écrit du contenu, qui tient un site internet, qui parle de sujets qui le touchent ou pour lesquels il a une certaine expertise. Mais depuis plusieurs années, donc depuis de 2009 jusqu'à 2016-17, on a constaté qu'il y a une nouvelle catégorie de blogueurs favorisés par Facebook qui ont éclos. Et par la quête du gain. Et certainement par la quête du gain, qui ont éclos. Sinon, il y a une association de blogueurs. Mais derrière, il faut peut-être, moi c'est mon avis, avant de faire des projets de loi qui modifient des textes qui sont déjà actuels, il faut peut-être associer ces acteurs-là à la réflexion et à la discussion. C'est bien, c'est normal de vouloir protéger les populations. Et comme je vais le rappeler encore, il y a déjà un texte, la loi sur la cybercriminalité, le cyberharcèlement, qui encadre ces dispositions que ces modifications qui veulent être apportées à cette loi vont proposer. Protéger contre l'incitation à la haine, la xénophobie, à la haine, la profanation de la tombe de Didier Arafat, son déroulement, l'implication des réseaux sociaux, a remis ça sur la table. On a eu des condamnations. Même dernièrement, la jeune dame qui est allée dans les marchés, se basant sur une vidéo où on voyait des hommes se faire frapper et qui a fait croire que c'était des Ivoiriens qui se faisaient tabasser par des Nigériens et qui est allée dans un marché pour inciter les gens à tuer à la révolte. Elle a été condamnée également sur la base de cette loi sur le cyberharcèlement, la cybercriminalité. Donc, comprendre l'intérêt, peut-être qu'il y a un but derrière, forcément, mais il faut comprendre les tenants et les aboutissants et surtout associer les acteurs à la réflexion. Vous vous souvenez de l'épisode Cameroun pendant la CAN, Côte d'Ivoire et tout ça. Certains avaient estimé effectivement que certains influenceurs, certains blogueurs, en tout cas certaines personnes sur les nets, s'étaient un peu rendus coupables, enfin avaient attisé un tout petit peu la haine entre les peuples. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi viendrait un tout petit peu... Mais dans ce cas, appliquer la loi sur la cybercriminalité, sur le cyberharcèlement, puisque ça existe. Élisée a des précisions. Oui, moi je veux réagir un peu sur ce que Edith est en train de dire. La loi sur la cybercriminalité votée en 2003, ou peut-être 2013, 2013 pardon, a été révisée en 2017.
Parce qu'on a senti à un certain moment qu'il y avait nécessité d'ajuster cette loi au regard du développement de la situation durant ces 4 années qui ont suivi. Et aujourd'hui, on est tous unanimes à reconnaître que depuis quelques années, quand même, l'univers des TIC, l'univers des réseaux sociaux, tout ça, il y a une certaine mutation. On ne peut pas laisser les choses faire. On peut prendre une décision en 2021 et on peut se rendre compte que 3 ans plus tard, il y a nécessité de réadapter cette loi. Aujourd'hui, on est en train de discuter sur les projets de loi. C'est vrai que l'exposé des motifs ne nous avait pas encore été donné. Donc, on est en train de juste spéculer. Mais peut-être si on avait l'exposé des motifs dans les moindres détails, on aurait compris exactement ce que l'objectif que voulait atteindre, ou du moins l'élément sur lequel le gouvernement voulait mettre le doigt. Moi, j'ai une question pour tous les trois. Est-ce que vous pensez, Élisée, aujourd'hui, Alain et Edith, qu'il y a un vrai besoin, de renforcer ce qui existe déjà en termes il faut créer un conseil du numérique. Il y a la haute autorité du conseil audiovisuel. Il y a le CNP, le Conseil national de la presse. Et l'ANP, l'autorité nationale de la presse. L'ANP, l'autorité nationale de la presse. Et il y a le numérique. Le numérique qui englobe de nouveaux métiers qui ne sont peut-être pas compris même par ces 2 organes, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Vous êtes d'accord qu'il faut renforcer? Et l'autorité nationale de la presse. Donc il est important de renforcer, mais il est important également de faire de telle sorte que les acteurs même, qui sont au cœur de ces médias, puissent également apporter leurs propositions par la création d'un conseil du numérique avant d'arriver à un projet de loi de ce type. Peut-être qu'on va aboutir à la création du conseil du numérique comme elle le dit. Mais déjà, je veux rappeler peut-être à Edith, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais aujourd'hui, les attributions de l'ANP et les attributions de la ACA ont évolué. La ACA a la responsabilité aujourd'hui de veiller sur le contenu audiovisuel, même sur le net. Cet attribut a été donné récemment par la modification même des missions et des fonctions de l'ACA. L'ACA a cette compétence-là aujourd'hui. L'ANP également a la compétence d'agir sur les productions numériques, c'est-à-dire les sites internet de production d'actualité et d'information. Donc, c'est dit que les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, si l'ACA a cette possibilité de veiller sur, ou du moins de réguler tout ce qui est contenu audiovisuel sur le numérique, et que l'ANP a cette possibilité sur les sites, mais bien évidemment, il faut une loi, et ils sont soumis par la loi sur la presse et sur la communication. D'où, pour moi, la modification de ces textes de loi-là pour les adapter à la réalité du moment. Maintenant, sur la question de la pertinence de réguler ce milieu, nous tous on est unanimes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je crois que pour la sécurité, nous qui à longueur de journée appelons à un retour aux valeurs, nous accueillons de la meilleure de manière la nécessité de réguler cet univers-là. Parce que tout se dit. Aujourd'hui, les enfants, l'Internet est à la portée des enfants. Ils ont la possibilité de tout voir. Excusez-moi du thème, mais vous vous rappelez très bien, c'est encore très récent dans les esprits, où on était abonné, excusez-moi du thème, mais à la logique du taméconisme. Pour un oui, un non net, on lançait des injures. Pour un oui, un non, et on voyait ces milliers de personnes qui étaient abonnées à ces pages. Mais on ne pouvait pas continuer comme ça. Et on a vu que ça va commencer même à dénaturer le langage de l'ivoirien. Donc pour moi, il y a nécessité quand même qu'on régule tout ça et qu'on mette un peu d'ordre. Alain, tout ça. Alors, réguler, mais ne pas créer de distorsions. Non, pas du tout. Ne pas déséquilibrer l'économie de ce secteur-là. Ce que je voudrais dire ici, c'est que on va mettre de l'ordre, faire des contrôles, mais il ne faut pas non plus que ce soit un contrôle à 2 vitesses. Parce que le blogueur qui est résident en Côte d'Ivoire, lui, serait soumis aux lois ivoiriennes, donc en position à tout moment d'aller prendre le café avec le procureur de la République, ce qui peut être un moment sympa. Et puis, celui qui est aux États-Unis pourrait, par exemple, invoquer le premier amendement de la Constitution américaine qui proclame la liberté d'expression, entre autres. Et puis celui qui est en France, évidemment, ne court quasiment aucun risque. Donc il faut quand même et c'est certainement ce truc à 2 vitesses qu'on aura parce que la plupart sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Internet n'a pas de frontières. Exactement. Comment cette loi leur sera appliquée, sachant que pour la plupart, ils y vivent, ils y résident et ils continueront à publier, à faire des lives et à haranguer les populations. Donc, comment ils vont je n'ai pas terminé. La réponse à la question. Non, mais je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Dans la foulée de ce que dit Edith, évidemment, quand vous avez un avatar comme Chris Yapi qui parle à 95% de ce qui se dit en Côte d'Ivoire, dans des propos que l'on sait, avec des reportages, du contenu qui est très souvent contesté par les intéressés, comment la loi va-t-elle s'appliquer à lui ? Alors que dans le même temps, le petit blogueur qui va, lui, se hasarder même à reprendre la production de Chris Yapi serait soumis aux lois nationales. Serait incriminé, oui. Voilà, serait incriminé. Donc, il faut vraiment trouver une ligne médiane, il faut trouver, un compromis qui garantisse
l'effectivité de la liberté d'expression, mais avec le souci pour ceux qui sont blogueurs d'avoir un comportement responsable. Comme je vous disais, Elisa, peut-être une solution. Non, pas forcément que j'ai une solution, mais je vais peut-être pousser un peu la réflexion. Alain dit quelque chose de fondamental. Comment est-ce qu'on essaie de faire appliquer tout ça et que tout le monde soit logé à la même enseigne? Mais moi, je pense qu'on peut utiliser les mêmes mécanismes qui existent dans la criminalité de façon générale. Il y a des criminels qui opèrent sur le territoire ivoirien et qui sont soumis à la loi ivoirienne et qui sont poursuivis par la justice et qui sont condamnés. Tout comme il y a des gens qui subissent, ou du moins qui opèrent des crimes et qui fuient et qui s'exilent. Mais il y a des mécanismes qu'on met en place pour pouvoir extrader ces personnes, pour pouvoir les retrouver et puis les emmener pour subir la rigueur de la loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Et vous pensez qu'on prendrait quelqu'un de France pour le ramener en Côte d'Ivoire pour un délit commis sur les réseaux numériques? Non, quand même. Bon, mais ça dépend de jusqu'à quel niveau la loi est. Non, s'il te plaît. Allez-y, terminez. S'il te plaît. La justice en France ne fonctionne pas comme ça. Terminez, s'il vous plaît. On vous laisse terminer, je vous promets. Ok, d'accord. Donc, il y a cette possibilité-là. S'il y a des mécanismes qui existent, qui peuvent permettre quand même de poursuivre quelqu'un, quelle que soit la partie où la personne est. Aujourd'hui, les États ont des collaborations avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec les grands groupes, pour qu'on puisse suivre la piste d'un avatar et puis le retrouver. Il y a cette possibilité aujourd'hui. Il y a des États qui ont enjoint Facebook de donner l'identité des personnes. Et Facebook l'a fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité-là que le gouvernement a, que les États ont, de pouvoir mettre en place ces mécanismes qui existent là pour pouvoir retrouver ces criminels-là. Il s'agit d'entreprises privées qui sont à la recherche du profit. Et américaines. Et américaines, donc les GAFAM, qui sont à la recherche du profit, qui ne sont pas soumis aux États et pour la plupart même dont les dirigeants sont reçus comme des chefs d'État. Facebook a été convoqué au Congrès américain. Non. Et Facebook, on a obligé Facebook le Congrès américain, je verrais bien la Semaine nationale de Côte d'Ivoire pour voir convoquer le dirigeant, convoquer Mark Zuckerberg à la Semaine nationale ivoirienne. Non, ce que je veux dire... On ne demande pas de convoquer. Oui, bien, non, on est d'accord. On parle de médias qui opèrent à l'échelle internationale. Qui n'ont pas de frontières, pour la plupart, mais qui ont des règles aussi, madame. Qui ont des sièges qui ne se retrouvent pas dans les pays dans lesquels ils opèrent. Ils ont des règles. Ils ont des règles. Mais les mêmes règles que vous appliquez ici ne s'appliquent pas chez eux. Mais moi, je vous prends un exemple. D'accord, on est d'accord. Permettez-moi de prendre un exemple. On est d'accord. Permettez-moi de vous donner un exemple. Et je me tourne vers vous, justement. Vous êtes un peu notre spécialiste un peu sur le plateau. Alors, M. Élisée Bolougbe, qui vit en France, a dit des choses qu'on peut juger injurieuses, appelant la haine et tout ça. Est-ce que nous, État de Côte d'Ivoire, on a le temps, par exemple, de saisir Facebook pour lui dire est-ce qu'on peut suspendre le compte de ce monsieur parce qu'il incite à la haine des gens en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est possible, ça, par exemple? C'est possible si cela rentre dans les termes et conditions d'utilisation. Si l'utilisateur a violé les termes et conditions d'utilisation de la plateforme en question. La Côte d'Ivoire peut saisir? La Côte d'Ivoire a la possibilité de le saisir. Si ça rentre, bien sûr, dans la violation des termes et conditions d'utilisation de ces réseaux sociaux. Contemporain. Est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique? On a le droit de parler aussi. Puis je reviens voir. Parce qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Non, mais c'est un je débat. vais parler tout à l'heure. Vous avez la parole. Vous l'avez tout à l'heure, la parole. Oui, on a vu les sorties de M. Guillaume Soro sur la toile. On a vu tout ce qu'il a dit sur la toile. Mais Guillaume Soro a été enjoint par l'État français d'arrêter ses publications et ses sorties au motif d'être expulsé de la France. Il a quitté la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé à un certain moment que ces prises de position, ces sorties de parole et autres, tout ça, étant sur le sol français, menaçaient la stabilité de la coopération. Et ils ont pris un certain nombre de décisions. Donc, c'est dit qu'il y a des mécanismes qui existent. Très bien. Les États peuvent saisir, les autres États peuvent saisir. Donc, on va retrouver Christian Pi. Non, mais il ne répond pas à la question. La France, dans son jeu politique qu'on lui reconnaît, elle a enjoint M. Soro de ne plus parler. Mais est-ce que Facebook a suspendu le compte de M. Soro alors que c'est sur ce compte Facebook que l'appel aux forces armées avait été lancé? Donc ça veut dire que ce réseau social... Ni Twitter, ni Facebook. Voilà, ni Twitter, ni Facebook, ces réseaux sociaux n'obéissent pas aux injonctions des États. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais qu'entre 2012 et 2014, Facebook a répondu à 2 ou 3 requêtes du gouvernement ivoirien qui souhaitait avoir les identités de personnes qui avaient des avatars sur ce réseau social. Et très rarement, Facebook donne suite aux requêtes des gouvernements. Donc, moi, je pense que... Peut-être parce qu'il n'y avait pas de loi qui existait à l'époque. Non, mais la loi a toujours existé, la loi sur le cyberharcèlement, la cybercriminalité, le code du numérique également existe depuis longtemps. Le Facebook... Ok, qu'il finisse parce qu'après on va dire rapidement pour ajouter... Pour terminer, c'est le dernier point sur la question, s'il vous plaît, Madame Bleu. Soumettre les blogueurs, les influenceurs à une loi qui encadre la presse écrite, et également la haute autorité de l'audiovisuel, je trouve que c'est mal connaître un secteur, ce n'est pas faire d'efforts.
il est important pour moi, en tout cas, de pouvoir créer un conseil du numérique, comme je l'ai dit. Parce que sinon, dans ce cas, de la même manière que les journalistes ont des avantages grâce à l'autorité de la presse, il faut également pouvoir fournir ces mêmes avantages aux blogueurs et aux influenceurs. Parce que si vous les mettez sous le coup d'une loi qui concerne la presse, il faut également intégrer qu'ils devront avoir également droit aux mêmes droits que les journalistes en ce qui concerne tout ce qui est financement, tout ce qui est... voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire... Je suis désolée. Non, Oui, je ne vais pas Bon, faire... après j'ai Non, promis c'est que c'était pas le dernier possible. point. Allez, on termine avec vous sur ce point. D'accord, Ok, Ce n'est pas possible. je- Mais on est soumis aux mêmes lois que vous. je ne sais pas à quel niveau vous installez, Madame Bleu. Bon, Allez-y. je pense que la gestion numérique peut être intégrée aux compétences de l'ANP, d'autant que la presse est déjà en voie de disparition. Donc vous voyez, il faut bien qu'on les occupe aussi à réguler Les blogueurs ne sont pas des journalistes, les influenceurs ne sont pas des journalistes. justement, c'est la C'est mauvaise pour ça que Et il y a compréhension. une loi- C'est pour ça que il y a vous un voulez code- comparer non, les ce que deux je veux points. rappeler, Il y a Voilà. un code du numérique qui existe déjà, qui encadre tout ce qui est numérique. Il y a également, comme je le rappellerai encore et encore, il y a une loi sur la cybercriminalité et le cyberharcèlement. Est-ce que vous avez... Après on va en faire Est-ce un que débat vous un connaissez autre le jour. Parce contenu que- de la modification de la loi? Vous insistez Bon. sur le fait qu'il y a une loi. On est d'accord, même moi, la ce loi que de je vous promets- 2013 a été modifiée en 2017. C'est noté. Donc elle est capable. Naturellement, on peut encore modifier notre loi. Très bien. C'est en fonction de la situation Ce que qu'on modifie. ce que je vous promets, c'est qu'on va avoir un autre débat sur cette question-là. Ah oui, On va- ce on va serait peut-être bien d'approfondir le sujet. Voilà, on va choisir un autre angle et puis certainement que Madame Bleu pourra défendre son idée de conseil Du numérique, conseil du numérique. Et Monsieur Élisée De la même manière qu'il y a un conseil de la presse, il y a un conseil du numérique également. Voilà, Monsieur Élisée Bologbo, lui, pourra défendre sa position. On n'est pas diplômé pour devenir blogueur, on est diplômé pour devenir journaliste. Madame Bleu, Oui, on peut passer au prochain point? bien sûr. Merci beaucoup. C'est notre revue, entendu. Même le son s'en prend à vous, Madame Bleu. Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, est l'auteur de notre revue et entendu. Il dit « La repentance est l'une des résolutions fortes du dernier dialogue politique. Quand on dit repentance, il faut voir Gbagbo, Bédié, Ouattara. » Alain Toussaint, je vois en pleine réflexion, avec Oui. un petit sourire. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, repentance, Gbagbo, Bédié, Ouattara, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'ils fassent leur mea culpa par rapport à quoi? Voilà, moi je pense que très souvent on s'enferme dans des terminologies, dans des concepts politiques qui ne font pas avancer le pays. On demande aux hommes politiques plus d'engagement, plus de sincérité, le respect de la parole qu'ils donnent et surtout le respect des textes. Voilà, la Constitution, on a un Parlement qui fonctionne, voilà, le Sénat, l'Assemblée, et on prépare les élections de 2023, 2025. On va encore s'enfermer dans des opérations de communication. Bon, le président Gbagbo devrait faire sa repentance sur quoi? Monsieur Bédié, sur le fait, par exemple, que pendant sa présidence, il a harcelé M. Ouattara, et M. Ouattara devrait faire la sienne sur quoi? Donc, à un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on évolue. Effectivement, il faut réconcilier les hommes politiques. Il faut que ceux-ci soient mis en mission pour aller porter le message de paix, parler de la cohésion sociale. Mais on ne peut pas s'enfermer sur cette idée-là, parce que si on demande aux trois intéressés, ils vous ramèneront la même question, mais se repentir sur quoi? Oui. Exactement. Non, je suis totalement d'accord. On a fini un dialogue politique. En tout cas, le dialogue politique a été engagé. On a vu les conclusions que ça nous a apportées. Il y a une certaine satisfaction de la plupart des acteurs politiques qui étaient présents. Parler de repentance alors qu'on veut passer à une autre étape en ce qui concerne notre classe politique, je pense que le propos n'était pas nécessaire. Ou peut-être que l'intention était certainement bonne, mais le fait de rajouter que cette repentance concerne Gbagbo, Bédié et Ouattara, je ne vois vraiment pas l'opportunité d'une telle sortie de la part du ministre de la Réconciliation. Élisée Bologbo. Bon, moi, je ne parlerai peut-être pas d'opportunité. Je pense que ce n'est pas le point le plus saillant comment dirais-je, du dialogue politique. Mais contrairement peut-être à mes prédécesseurs, moi, je pense que c'est nécessaire dans la vie d'un homme arrivé à un moment. Aujourd'hui, dit que ni Bédié, ni Ouattara, ni Gbagbo ne doivent se repentir ou non d'actes de repentance à faire, je trouve que pour moi, ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation depuis près de 3 décennies, on le doit à ces personnalités. Et je pense que pour ce que la Côte d'Ivoire a perdu, du fait de leur rivalité, du fait de leur opposition, il y a nécessité à un certain moment qu'ils prennent leur courage à deux mains, regardent les Ivoiriens en face
et se repentent, demandent pardon aux Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que ça va passer? C'est pourquoi il dit, c'est pas forcément un point bloquant dans le dialogue politique. Mais c'est important. Quand vous me dites qu'est-ce que ça va changer, c'est comme si on rentre dans une société de non-droit. Est-ce que parce qu'on fait du tort à quelqu'un, on doit pouvoir passer ça à perte et profit et puis on avance? Non, à un moment quand même, il faut qu'il y ait la nécessité. C'est une preuve d'humilité aussi. Pour comprendre qu'on sait que ceux dont on avait la responsabilité d'assurer la protection, d'assurer le bien-être, on a failli à un moment. Mais la vraie question, c'est quel impact vous pensez que cette repentance-là aura sur les populations, par exemple? Non, ça peut apaiser des cœurs. Ça peut apaiser des cœurs de certaines personnes qui, elles, jusqu'à aujourd'hui, ont des ressentiments parce qu'elles estiment qu'elles ont perdu quelque chose, elles ont subi quelque chose du fait de l'un des trois. Ça peut apaiser les cœurs. Oui, moi, je vais juste ramener, c'est vous qui posez la question, mais je vais ramener quand même une question à Élysée. Comment pensez-vous que Laurent Gbagbo, qui a passé 10 années derrière les barreaux à la CPI, détention qu'il trouve injuste et arbitraire, et qui a été acquitté, devrait se repentir? Comment vous voyez cela? Et dans la foulée de ma question, M. Ouattara, qui a été injustement accusé d'être un étranger et harcelé pendant des années, comment devrait-il se repentir? Et le président Bédié, qui a été renversé en 1999 par un coup d'État, qui apparemment lui est encore resté sur le cœur, comment devrait-il se repentir? Comment vous voyez tout ça? Bon, ok, c'est Brice qui pose des questions, mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je peux répondre à la question de. Justement, je peux répondre à la question d'Alain. Oui, juste quand vous finissez la question, on va la poser. D'accord, il n'y a pas de souci. Je peux répondre à la question de. Quand vous dites, par exemple, Gbagbo qui a fait 10 ans en prison et qui est ressorti, il a fait 10 ans en prison à la suite de quoi? Il y a eu un conflit, à la suite duquel il y a eu mort d'homme, il y a eu des destructions, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont conduit, ou du moins qui ont été d'une manière ou d'une autre à la base du fait qu'il se retrouve de l'autre côté. M. Ouattara a subi, comme il le dit lui-même, quelque chose, mais de la part de qui? De la part d'un des protagonistes. M. Bédié a été renversé. Mais il a été renversé pourquoi? Parce qu'il y avait une contestation, mais menée par qui? Menée par un groupe de personnes. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est en train de marcher sur des ressentiments qui ne font que se succéder. Sur cette base-là, arrivé à un moment, vous, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est les rivalités qui ont été à la base de tout ça, vous vous rendez compte que vous avez une responsabilité. Je le dis toujours, peut-être pas la culpabilité en tant que telle, mais vous avez une responsabilité dans tout ce que les Ivoiriens ont vécu, dans cette souffrance que les Ivoiriens ont subie. Donc, déjà, le fait d'avoir une responsabilité vous enjoint de pouvoir faire preuve d'humilité, demander pardon aux Ivoiriens. Je ne dis pas de demander pardon à Bédié, à Ouattara. Non, demander pardon aux Ivoiriens. Très bien. Merci, M. Boulougou. Vous avez donné la réponse. Et nous, on va aller à la pause. Il est très optimiste. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous ce soir. Merci d'être toujours en notre compagnie et justement, nous allons accueillir notre invité. Auguste Daguet est à notre compagnie. Il est le député de la circonscription de Iré-Zégo. Il est également cadre du PPACI, donc le parti politique de M. Laurent Gbagbo. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Merci d'être en notre compagnie ce soir sur notre plateau. Merci. Bon, alors, on le sait, je vous disais, la 5e phase du dialogue politique entamée donc le 16 décembre 2021, qui a pris fin le vendredi 4 mars 2022. Des recommandations ont été validées par les différentes parties. La première question, c'est votre regard sur l'organisation de ce dialogue politique. Est-ce que vous pensez que les recommandations donc, jetteront les vraies bases d'un environnement sociopolitique apaisé? D'accord. Je voudrais déjà vous saluer et saluer Live TV, saluer l'ensemble des amis qui sont sur le plateau et dire déjà ma fierté par rapport à Live TV. Merci. Qui nous donne l'opportunité de nous exprimer. Vrai. Et ça, je voulais le saluer. Merci beaucoup. Alors, concernant le dialogue politique, je voudrais aussi saluer l'esprit qui a prévalu. Cette volonté du gouvernement de rassembler l'ensemble des Ivoiriens, mais l'ensemble de la classe politique, pour qu'on s'asseye et ensemble, on regarde le mal qui mine la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à cette occasion, il a été donné la possibilité donc à chaque parti politique, à chaque participant, de faire le récap des différentes problématiques qui semblaient être les leurs, et ça a été posé par chaque parti politique. Il appartient donc maintenant au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que ce qui a été dit et ce qui a été arrêté soit appliqué. Le tout n'est pas de faire un recensement des problématiques des maux du pays, mais le tout, c'est de les appliquer.
Et le PPACI est complètement satisfait de toutes les mesures, de toutes les conclusions qui ont été prises à la fin de ce dialogue politique. Vous n'avez pas certains éléments qui n'ont peut-être pas été acceptés ou validés? Oui, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qui a été validé. C'est ce qui a été validé qu'il faut retenir. C'est sur ça qu'il faut déjà commencer à travailler pour voir comment on peut les mettre en application. C'est le plus important pour moi. Et comment vous allez travailler à cette mise en application avec le gouvernement? Oui, mais c'est le gouvernement qui mène le bal. C'est l'exécutif qui mène le bal. C'est lui qui est le maître du jeu. À tout moment, il lui appartient de dire, voilà, à quel moment on commence à dérouler les décisions qui ont été arrêtées. Et nous, on sera là pour vérifier l'application et l'applicabilité de toutes ces décisions qui ont été prises. Vous allez contrôler, oui. Voilà. Parlons des recommandations. Il y en a qui font état de la mise à niveau, par exemple, de la CEI ou le renouvellement de la liste électorale. Concrètement, comment est-ce que cela va s'opérer? Oui, vous voyez, c'est au-delà de ça. Il faut voir tout le mécanisme. Notre système démocratique, c'est lui-même qu'il faut attaquer. Nous pensons que les listes électorales sont parties des recommandations et font partie des pans qui doivent être traités de fond en comble. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous savons aussi qu'il y a un vrai problème au niveau des listes électorales. D'abord, il y a un problème au niveau de, comment on appelle ça, l'état civil ivoirien. Et il y a tous ces paramètres-là qu'il faut régler. Le découpage électoral est injuste en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Et déjà, on l'a critiqué depuis longtemps. Il faut que, pour qu'on puisse garantir des résultats crédibles à des élections et qui seront source, ou bien qui seront source de paix et qui n'entraîneront pas certainement des conflits, il faut que toutes les conditions qui mènent aux élections soient des conditions qui soient crédibles et claires. Est-ce que vous pensez, les prochaines échéances sont fixées en 2023, est-ce que vous pensez que matériellement, vous avez le temps d'apporter ces changements qui puissent aboutir à un consensus? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut y arriver? Monsieur Alain Toussaint, c'est une question de volonté politique. On a suffisamment de temps, mais si on y met la volonté politique, on peut atteindre les objectifs. Si le gouvernement décide que réellement les questions, le débat autour des élections en Côte d'Ivoire soient traités de fond en comble, je pense qu'on va se concentrer et on va trouver dans un laps de temps des solutions pour qu'on ait un cadre vraiment crédible d'organisation des élections. D'accord. Honorable Dago, c'est vrai que là vous évoquez, vous dites que c'est l'exécutif qui doit plus ou moins activer les choses. Oui. On est unanime et d'accord qu'il y a des aspects qui appartiennent à l'exécutif, qui sont d'ailleurs même les majeurs. Mais on ne perd pas de vue qu'au regard des engagements que vous avez pris sur la base des résolutions dont nous avons tous eu copie ici, à un moment donné, il y a la responsabilité de chaque parti. La vôtre, c'est laquelle? Et est-ce qu'elle est mise en œuvre actuellement? Ça, pour la mettre en œuvre, je pense que vous n'avez pas besoin du gouvernement. Non, bien entendu. Retenez une chose. Tout ce qui est engagement qui a été pris au cours de cette négociation par le PPACI seront respectés par le PPACI. Vous comprenez? Donc, c'est un parti responsable. Et ceux qui ont mené les débats, mon collègue honorable Georges Amaounien, c'est un monsieur responsable. Et on sait à quel moment notre responsabilité sera engagée. Et lorsque nous reviendra de mettre tout en œuvre pour que ça avance, nous le ferons. Quels sont ces engagements que vous avez pris, par exemple? C'est quoi? Travailler à la cohésion sociale, ça ne mange pas de pain, c'est facile. C'est juste de bien se tenir et puis bon, c'est bon. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous apportez dans la corbeille? Oui, mais déjà, c'est d'avoir déjà participé à ce dialogue. D'accord. Et d'endosser les résolutions qui vont découler de ce dialogue, mais en même temps de se disposer à accompagner ce processus. C'est déjà notre part comment on appelle ça, de responsabilité au niveau de ce dialogue-là. Voilà. Et le fait, par exemple, je reviens, le fait, par exemple, que la question des indemnités du président Gbagbo n'ait pas eu une suite, est-ce que ça ne vous rafraîchit pas un peu dans votre engagement? Dans ce genre de négociation, on va, comme le disent les Anglais, on va step by step. Of course. Il faut aller pas à pas. Quand vous battez aux négociations, quand vous avez des acquis, vous les prenez à votre actif. Et puis vous continuez de négocier. Nous sommes dans cette logique-là. Ce qui est acquis, nous allons avoir des acquis, mais nous allons travailler à continuer à faire en sorte que tout ce qui est blocage aussi,
qui peuvent entraîner le, comment on appelle ça, Ralentissement. le ralentissement du processus de paix, mais il faut qu'on voit ça de près. Mais vous gardez toujours cette question sur la quelque Oui, part. elle est sur la table, bien entendu. Je vous promets Il faudrait qu'en fin d'émission, si on peut aller monopoliser la parole, on va Il vous faudrait présenter que- J'ai une question pour le- j'ai une question pour J'ai l'honorable. 4 questions. Oui, j'ai une On s'en question pour souviendra. l'honorable. Bon, il n'y a pas que les élections dans la vie. Dis ça bien. Voilà, la vie continue. Et là, ce qui nous concerne, c'est la cherté de la vie qui frappe de plein fouet les populations ivoiriennes. Et la semaine passée, donc, en Conseil des ministres, des mesures ont été prises pour pouvoir lutter contre cette vie chère à court et à moyen terme. Vous avez eu connaissance de ces différentes mesures. Vous, en tant que député et également membre du PPACI, comment vous appréciez ces mesures? Est-ce que vous pensez que ces mesures ont un impact sur cette cherté de la vie? Merci, madame. Sur l'avenir, au rang, donc on est d'accord. Bien sûr. Ben, j'ai vu, je pense que le gouvernement a pris 9 mesures qu'il a même qualifiées de vigoureuses, qui vont permettre de ralentir cette cherté de la vie, cette flambée comment on appelle ça, des prix. Et je pense qu'il faut aller au-delà. Au-delà, c'est bon, ce qui a été fait, c'est bon. Mais il faut aller au-delà. Ces mesures ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous proposez? Très bien. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Je pense que pour qu'il y ait, on puisse réduire la flambée des prix, je pense déjà qu'il faut déjà jouer sur les impôts, Le taxe. les taxes. Pourquoi ne pouvons pas nous donner la possibilité de faire une réduction considérable sur les taxes qui sont payées par les entreprises, par exemple, pour leur permettre de pouvoir avoir les moyens de produire. Et donc, si les taxes sont baissées, évidemment, qu'il va de soi que les produits qui proposeront sur le marché seront certainement à moindre coût. Mais ça fait un manque à gagner pour l'État. Oui, mais l'État doit pouvoir être capable de se sacrifier pour son peuple. Comment vous Mais s'il vous- n'y aura pas de comprenez? route, il n'y aura pas de Non, il n'y a pas que ça. Oui. Comment Il n'y a pas que ça. Non, Comment l'État il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas forcément avec les impôts et les taxes des entreprises que l'État a comment on appelle ça, a ce Construit qu'il des faut routes. pour construire. Non. Il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer. Mais concernant les entreprises, c'est important parce que puisque les entreprises produisent et que ces entreprises mettent sur le marché sa production qui est forcément à un surcoût qui est élevé du fait de l'élévation des impôts, et on pourrait jouer sur ça. Mais On pourrait honorable, permettre de réduire ça quand même. honorable, on est d'accord qu'il n'y a pas uniquement que des causes endogènes, mais Bien également entendu. des causes Bien entendu. exogènes. Bien Donc, entendu. à l'international, il y a Bien une entendu. flambée des prix, il y a une crise dans certains pays, une crise en Ukraine, crise et d'autres, sanitaire même. une crise sanitaire avec la Covid. La fiscalité, est-ce que c'est le seul élément qui peut permettre de pouvoir juguler cette cherté de la vie? Parce que, sachant qu'on a, on a la TVA, mais vous parlez de quelle taxe en général pour les entreprises, en dehors de la TVA? Oui, mais Précisément, quelle taxe? oui, mais la TVA, déjà, il faut jouer sur la TVA. Il faut jouer encore sur la TVA? Oui, non, déjà, pour le principe de jouer sur la TVA, pour être acquis, il faut qu'on joue sur la TVA. Ensuite, je pense que je vais même plus loin, puisqu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a même eu la crise sanitaire qui a entraîné le déficit aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre au niveau de la fabrication des conteneurs un peu partout. Et ça fait que ça a rendu le transport maritime un peu plus cher. Ça veut dire qu'on vous parlez sur cette question-là, d'autant plus que notre administration des affaires maritimes et portières. Voilà. Donc ça a entraîné forcément des coûts. Et il y a comment on appelle ça, le coût du pétrole qui a augmenté. Et ça, bien avant même qu'il y ait eu la crise en Ukraine. Et la crise en Ukraine va encore comment on appelle ça, augmenter cela. Tout ça là, pour tout ça, il faut que l'État fasse l'effort. Pour ma part, hein, l'État doit faire l'effort déjà à ce niveau pour lui-même faire l'effort de réduire son train de vie. Ça aussi, ça peut être un moyen de réduire comment on appelle ça, les coûts de tout ce qui se passe. L'État doit réduire son train de vie. Si l'État réduit son train de vie, ça va permettre de réduire absolument, de trouver des moyens pour pouvoir comment on appelle ça, stabiliser toute cette économie-là. Ça, c'est de trois. Dans un État, lorsqu'il y a des acquis, il faut jouer sur ces acquis.
Quand on vient, on ne balaye pas automatiquement les acquis. J'ai fait allusion à son temps au Soufou-Boigny, la création de la caisse stable, qui était cette caisse de stabilisation des prix, des coûts. Et cette caisse-là, si elle avait été, retenue et qu'elle existait aujourd'hui, elle aurait permis de stabiliser les coûts lorsqu'il y a ces problèmes au niveau international. Mais évidemment, les questions qui entraînent... C'était une caisse noire, cette C'était pas une caisse noire, pas forcément. C'était pas une caisse noire, madame, désolé. C'était pas une caisse noire. C'était une caisse de stabilisation et elle portait bien son nom. Mais sa disparition n'est pas le fait du gouvernement actuel. Non, je ne dis pas que sa disparition est due au gouvernement actuel. Le gouvernement actuel doit pouvoir tirer profiter de cette expérience pour pouvoir la remettre au goût du jour. Parce que c'était une banque qui permettait quand même, en cas de situation pareille, telle que aujourd'hui, parce que les fluctuations dans le monde, des coûts, ça change à tout moment et ça ne dépend pas de nous. Très bien. Mais l'État, en tant qu'État, dans sa réflexion, doit pouvoir prévoir et mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir éviter tout ça. Très bien. Monsieur Kisago, on vous garde quelques minutes, on va à la pause et on revient pour la suite et la fin de notre entretien. À tout de suite. D'accord. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Tech en compagnie de notre invité. Il s'agit de M. Auguste Dago, il est député de la circonscription de Iré-Zégo et cadre du PPACI Côte d'Ivoire. Juste avant la pause, Élisée Bouligo, vous souhaitiez prendre la parole. C'est ça. Toujours pour les propositions? Non, je ne suis pas dans Très bien, allez-y. des questions. Okay. Je pense que la question de la consoeur Edith est à juste titre parce que très souvent on n'entend pas c'est un constat qu'on fait, on n'entend pas le PPACI sur les grandes questions de la nation. Je prends pour exemple la question de la vie chère, je prends pour exemple la question de l'éducation et il y a d'autres éléments encore. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire quels sont les grands chantiers qui intéressent le PPACI et pour lesquels on est censé ou on est en droit d'entendre le PPACI s'exprimer? Alors, déjà, je voudrais rectifier quelque chose. Okay. Quand vous dites que le PPACI ne se prononce pas sur les grandes questions, là, je me porte en faux. Hein. Voilà, ce n'est pas juste. Si vous allez sur les forums, vous verrez certainement les forums de communication, vous verrez certainement les réactions du PPACI face à tous les phénomènes qui se produisent actuellement en Côte d'Ivoire. C'est des communiqués officiels ou juste des... C'est des communiqués officiels. D'accord. Et je pense que j'ai en esprit la réaction du porte-parole du PPACI, en l'occurrence le ministre Katina Kone, qui a réagi face à la vie chère, il a réagi encore face à les éboulements ou bien quoi, les effondrements d'immeubles, tout ça. Le PPACI est un parti en alerte maximale pour les Ivoiriens. Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi nous sommes en train, malgré que nous sommes en train de nous restructurer, mais nous faisons l'effort d'être présents. Déjà, vous restructurez déjà? Oui, mais on n'a pas fini la restructuration. À peine commencé. Bon, allez-y, excusez-moi. J'ai encore la mutation, la structuration. Je vous taquine. Voilà, donc la structuration, on est en train de faire la structuration, on est en train de mettre le parti en place malgré cela, mais on est en alerte et on réagit spontanément face à toutes les préoccupations. Peut-être que vous devez convoquer la presse quand vous faites ces déclarations au-delà des réseaux sociaux, qu'on vous entende également dans les médias. Oui, c'est fait, mais je ne sais pas sur quel... Élisée Bouligo, il est au courant des communiqués de l'Ukraine. Voilà, je ne sais pas comment... Alors, justement, forum, mais ça s'est fait. Alors, M. Auguste Dago, j'ai un message d'un internaute pour vous. Tout à l'heure, on parlait de la question de la caisse stable. Alors, il nous disait que, selon lui, Christian Zoro, il s'appelle, la caisse stable a été substituée par le budget sécurisé au temps du FPI. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, le budget sécurisé, ce n'est pas la caisse stable. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le budget sécurisé, c'est un budget sécurisé pour gérer l'État. Mais la caisse stable, c'était des fonds qui étaient emmagasinés pour pouvoir faire face aux différentes fluctuations et pour ne pas que les Ivoiriens aient à subir les flambées des prix comme on le fait. C'est le cas aujourd'hui. On va revenir à votre circonscription de Iré-Zégo. Vous êtes député d'une zone aurifère. Est-ce que vous êtes satisfait du développement de votre circonscription? Si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Je vous remercie de me poser enfin cette question devant une chaîne de télévision. Très bien. Parce que j'ai l'impression que toute la communication ou toutes mes réactions que j'ai eu à avoir ou à faire dans la presse écrite, ce n'est pas suivi. Ce qui arrive et ce qui est imposé à ma localité est injuste. C'est d'une injustice flagrante et inacceptable. Voilà une zone aurifère, voilà une zone qui produit
qui a sur son territoire 2 mines d'or en exploitation. J'ai dit bien 2 mines d'or en exploitation. Et juste à côté de cette zone contiguë à cette zone-là, il y a l'autre village qui est à Baou, qui a encore, à quelques encablures de la ville de Iré, qui produit encore de l'or, une autre mine d'or. Ça fait au total 3 mines d'or. Mais allez-y voir. Prenez l'axe Iré-Oumé, puisque Iré se situe au milieu de ces deux villes-là. Il n'y a pas encore de goudron. Ça, c'est un. De deux, les artères de la ville n'ont jamais connu de goudron. Vous comprenez? Ça, c'est le minimum. Je ne peux pas comprendre qu'une telle zone produise du minerai au profit de toute la Côte d'Ivoire et ne reçoit pas le minimum qu'il fallait qu'il reçoive. Et la vraie question, c'est pourquoi il y a qui la faute? Oui, à quoi cela est dû? Pourquoi les oui. entreprises qui travaillent dans le domaine aurifère dans votre région ne s'impliquent pas dans le développement de la région? Mais ce ne sont pas les entreprises. Le rôle, le développement de ces zones-là, ça incombe à l'État. Des taxes leur sont prélevées, des taxes leur sont prélevées, oui. J'en viens. Le développement d'une localité incombe à l'État, a priori. Ce que les entreprises nous apportent, ça devait être une plus-value pour nous. De sorte à ce que l'État n'a pas pu faire, les entreprises puissent nous accompagner. Mais l'État ne fait même pas quelque chose. Vous comprenez? C'est maintenant que le goudron, vous voyez, il est au niveau comment on appelle ça, il a juste dépassé Didoko, si vous connaissez la localité, et il est entré en progression lente pour aller à la, comment on appelle ça, mais aujourd'hui, ils ont décapé les rues de Iré, et aujourd'hui, la poussière a envahi toute la ville, et ça montre, comment on appelle ça, un désastre total dans la ville. Parce que c'est la montée comment on appelle ça, de la poussière et qui entraîne aussi d'autres question de santé publique, oui. Donc vous voyez, je demande donc que ce qu'il revient, pour ma part, et je l'ai dit déjà sur d'autres forums, il serait juste pour les gouvernants de avoir un plan Marshall ou bien avoir des investissements particuliers pour ces zones-là où on produit des minéraux, où on produit du pétrole. Alors, je pense quand je le dis, je pense à Jacquesville. Quand je le dis, parce que Jacquesville, aux abords de Jacquesville, on produit du pétrole. Je pense à Iré, je pense à Tortilla, je pense à Tongon, à toutes ces villes-là. Et c'est au moins ce qui pourrait revenir à ces populations-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, par exemple, que des villes qui sont, elles, productrices agricoles, comme des greniers de la Côte d'Ivoire, peuvent aussi revendiquer, dire que comme nous, c'est nous qui nourrissons la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'apport comment on appelle ça, des minéraux, ou bien des mines, des choses, ce n'est pas la même chose que le cacao, ni la banane, ni les vivriers. Vous comprenez? Ça booste réellement, les apports boostent réellement le PIB. Vous voyez? Donc il faut que ça là, il faut qu'on tienne compte de ça. Alors, pour faire ces investissements particuliers. Je veux savoir, est-ce que vous avez des chiffres sur le tonnage de ce qui est exploité là-bas, d'une part, et d'autre part, vous êtes élu de la nation. Envisagez-vous prendre l'initiative d'une proposition de loi pour la répartition justement en faveur des populations? Ça, c'était l'un de mes engagements que j'ai pris vis-à-vis de ma population. Et je travaille à cela. J'ai pris l'engagement de faire en sorte de proposer une loi modificative du code minier. Parce que tout part du code minier. Quand vous voyez les traitements ou bien les taux de remboursement ou bien de paiement, voilà, de dédommagement, vous voyez, les taux de dédommagement sont minimes et insignifiants par rapport à nos parents qui perdent définitivement leur terre à l'occasion de ces exploitations-là. Il faut que le code minier soit révisité pour qu'il soit plus favorable comment on appelle ça, aux populations dont on exploite les terres. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il faut le visiter en profondeur pour que les entreprises qui exploitent l'or dans ces zones-là puissent être obligées d'augmenter son niveau d'investissement, le niveau d'investissement dans ces zones-là. Parce que n'oublions pas qu'il y a le CDLM, le Comité de développement local minier, qui est mis en place,
et qui reverse au comité local, la mine reverse à ce comité-là 0,5% de son chiffre d'affaires annuel. Mais ça ne suffit pas à couvrir toute la zone, parce que les zones impactées, au-delà des zones impactées, il y a des zones qui ne sont pas impactées, mais qui font partie de la localité de Yiré. Alors le Donc, tonnage, sur la question de la loi, j'envisage donc incessamment réunir l'ensemble des cadres de chez moi et on va réfléchir ensemble au cours d'un séminaire pour visiter ce code-là et puis je prendrai le résumé de ces réflexions pour que je mette ça en forme pour que ça devienne la loi modificative du code minier. Le tonnage alors? Le tonnage là, on n'a pas... Ce sont des chiffres qui sont secrets et malheureusement dont on ne nous donne pas. Il n'y a pas de transparence. Ça, je n'ai pas envie de le dire. Mais je suis en train de vous dire qu'on ne nous transmet pas les chiffres. Peut-être qu'ils vous diront que allez-y à la direction régionale des mines et vous aurez ces chiffres. Bon, comme j'y suis pas encore allé, mais peut-être que ces chiffres y sont. Mais à ma connaissance, je pense en tant qu'élu, on devait quand même chaque année nous reverser des informations sur l'exploitation minière, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose que vous allez forcément intégrer dans la modification du code minier. Bien entendu. Okay. D'accord. Concernant la modification du code minier, je voudrais juste savoir, c'est une initiative personnelle ou vous voulez l'endosser par le parti, par le PPACI? Non, pas EDS. La proposition, non. Pas EDS, il est député EDS. Oui, je suis député EDS. Ah, ok, député EDS. Voilà. Ouais, donc, oui, une initiative qui émane de moi, évidemment, elle sera endossée par c'est ensemble des députés qui vont apporter leur expertise pour que ça fasse la mise en forme. Vu que vous avez porté un regard général sur la ville en Côte d'Ivoire, l'activité sociopolitique aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Votre souhait, c'est qu'il y ait beaucoup plus, on a parlé pour votre circonscription, au plan national, par rapport à votre parti, pour terminer cette émission? Oui, par rapport à mon parti, je souhaite que les Ivoiriens adhèrent massivement à mon parti, parce que pour ma part, c'est le parti qui peut sortir les Ivoiriens de l'impasse dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Les Ivoiriens sont dans une impasse. L'impasse, c'est que des promesses leur ont été faites. Et jusqu'à ce jour, ces promesses n'ont pas été tenues. D'accord. Donc, pour moi, je pense qu'il faut essayer l'alternative du PPACI. Le PPACI, avec non seulement le nouveau parti, mais avec de nouvelles personnalités qui ont intégré, qui sortent de la tête, et certainement avec cette envie encore renouvelée de pouvoir travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Très bien. Merci beaucoup, M. Auguste Dagueaud. Je rappelle donc que vous êtes député de la circonscription, j'y arrive, de Iré-Zégo, donc écart du PPACI. On a d'ailleurs compris le mot de fin. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. En tout cas, je sais que ce que nous souhaitons, c'est que les choses aillent beaucoup mieux pour les populations de Iré-Zégo, donc dans votre circonscription. Et vous entendez bien vous battre pour cela. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci Alain. Merci Élisée. Merci Madame Bleu. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui sont avec moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. André Bois vous retrouve juste après pour Immersion. Nous, c'est demain sur ce même plateau-là pour notre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.